RDI, en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Bonjour et bienvenue sur RDI. C'est la radio du sport. Nous sommes heureux de vous accueillir chaque matin. Entrez, Joël Chalat est arrivé, c'est notre invité. Il arrive timidement. Installez-vous Joël, comment ça va ? Bien voyagé, de retour. Joël Chalat, vous vous en souvenez, sur le Tour cycliste, était celui qui attirait l'attention des Guyanais, car c'était le régional de l'étape qui revenait avec une équipe extérieure. Nous discuterons avec lui tout à l'heure. Vous avez compris, c'est notre invité avec Alain Polmain qui nous rejoindra dans un instant. Au menu et au sommaire de ce Yana Café Sport, nous parlerons de football. Il y avait une coupe hier soir et très tard dans la nuit, eh bien, ils se sont livrés bataille pour délivrer un verdict que vous découvrirez avec Alain Polmain. Nous parlerons également d'art, plus précisément, eh bien, nous parlerons de l'exposition de Rosemane Robineau qui nous propose de découvrir dans ses ateliers ce soir le vernissage d'une expo qui se tiendra jusqu'à la mi-octobre. Elle sera notre invitée en deuxième partie de Yana Café Sport. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes disponibles sur Internet avec rdi.com. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook Live de France Guyane, notre partenaire, le Facebook Live de RDI Guyane et bien évidemment sur YouTube. Vous savez presque tout. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de nos programmes et j'accueille chaleureusement, comme il se doit, notre ami Joël Chalat. Bonjour Joël, ça va bien ? Bonjour à tous, oui, ça va. Vous êtes là depuis combien de temps, Joël ? Ça fait une semaine déjà. Une semaine ? Tout à fait, oui. Vous êtes venu en vacances ? Attendez, voilà. Apparemment, on entend. Est-ce qu'on entend Joël ici ? Est-ce que tu entends Joël ? Oui, bonjour. On entend mieux là. Voilà. Super. Donc, Joël, depuis une semaine, vous êtes avec nous donc. Voilà, on va dire une bonne semaine, une dizaine de jours. Ce sont des vacances. Alors, des vacances, oui et non, ce sont des affaires familiales. D'accord. On va dire ça comme ça. Oui, des obligations quelque part. Oui, de la famille, voilà. Quand vous étiez venu pour le tour, ça avait un parfum de vacances quand même. Parfait de vacances, on va dire. Les vacances difficiles en tout cas. Difficile, hein ? Oui, c'est bon, en fait. Revoir le pays, c'était bien, revoir les amis, revoir la compétition locale, mais c'était de fausses vacances. D'accord. Et c'est un moment agréable de savoir qu'on revient au milieu des siens. C'est clair, et puis de montrer qu'on a accumulé tout au long de ces années un savoir-faire qu'on met au service des autres à l'extérieur. Comment ça s'est passé pour vous, Joël ? Auparavant, vous étiez déjà impliqué dans le cyclisme en Guyane ? Oui, pas mal, pas mal. Depuis très longtemps. Je suis dans le vélo depuis très longtemps, depuis 78. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Ouais, mais vous avez été vous-même cycliste ? Bien coureur ? Sûr. J'ai commencé à miner d'ailleurs. Oui. Alors la bonne époque, c'était à l'UCG, puis après à la Croix du Sud, donc avec les Pyrénées, Renault, Hautebourg, il y a d'autres coureurs comme Memphis, on fait pas mal de coureurs, Mazia, des coureurs qui ont été durant ma jeunesse, durant mon ton d'âge, qui ont été mes amis. Ensuite, il y a eu mes adversaires aussi, comme Jean-Pierre Buzarret, qui est encore là, son frère Jean-Paul, malheureusement, qui est décédé. Enfin, voilà. Oui. Didier Legrand, qui est maintenant à la tête de... qui est aussi président. Oui. On a été adversaires pendant très longtemps, depuis cadet jusqu'à senior. Hein. Mais c'est plutôt bien pour vous, parce qu'il est bon d'avoir une adversité aussi coriace. Oui, donc il fait qu'après, je me suis dirigé vers la direction sportive, mais j'étais coureur cycliste pendant pas mal de temps. D'accord. Donc nous allons évoquer tout cela, votre parcours, et nous saluons Alain Polmain qui vient de nous rejoindre. Alain Polmain, la nuit fut courte, j'imagine. Tout à fait, bonjour Fly, bonjour. À 3h du matin, il était encore sur son ordinateur, notre Alain Polmain, pour nous rendre compte de la qualité sportive brûlante de la Guyane. Tout à fait. Le maillot rouge, c'est le maillot du... Non, parce que moi je me construis déjà des châteaux en Espagne. Ah d'accord. Le maillot jaune en Espagne, c'est un maillot rouge. C'est vrai. Le maillot jaune en Italie, c'est un maillot rose. Donc lui, c'est le maillot jaune espagnol. Le leader. Alors Alain Polmain, quel effet ça vous fait de revoir Joël en chair et en os après l'épisode du Tour ? Écoutez, je crois que Joël, on s'est déjà vu bien avant. On a déjà refait le tour. On a déjà fait le débriefing. En fait, ça fait toujours plaisir de voir Joël sur, on va dire, en Guyane, sur ces terres. Bon, malheureusement, c'est vrai que la compétition est arrêtée. On aurait bien aimé, pourquoi pas, Joël soit notre consultant sur une des courses. Malheureusement, mais enfin, on est obligé de faire avec. Ouais. Alors, Joël, quel est le parcours à suivre pour obtenir ces compétences et présider aux destinées d'une équipe, définir la stratégie, avoir l'oreille de ses coéquipiers, pas de ses coéquipiers, mais des sociétaires ? Alors, honnêtement, Fly, c'était un parcours qui n'était pas prédestiné. Moi, j'étais coureur, comme tout le monde. Ensuite, comme beaucoup, du moins en tout cas, j'étais coureur.
Et ensuite, c'est une rencontre entre Patrice de Nescondo, son ex-copine, donc maintenant que son épouse, hein, et que voilà, et ça s'est fait, puisque j'étais coureur avec lui, on a couru ensemble, et j'ai senti que j'avais un potentiel en lui, et j'ai commencé à l'assister, on va dire, voilà, comme ça, entre amis. Et ensuite, il fallait maintenant que je fasse les choses légalement, donc j'ai commencé à passer mes qualifications, et voilà, tout est monté progressivement, donc j'ai commencé d'abord à entraîner un petit club, et ensuite, qui était la Sécu à l'époque, et ensuite je suis monté crescendo, parti ensuite au vélo club guyanais, ensuite je suis parti à l'Académie de Rora, avec M. Alain Champlain, et donc ensuite, après tout ça, bon, je me suis retrouvé en sélection de Guyane, j'étais de la sélection pendant 7 ans, avec M. Tiver, qui était déjà président. Et ensuite, voilà, ensuite je suis parti en métropole pour des raisons personnelles, parce que j'avais mes enfants qui poursuivaient les études supérieures. J'avais 2 de mes filles, et une qui rentre en sport-études, donc qui rentre en sport-études de karaté. Et donc je les ai suivis là-bas, et voilà, arrivé là-bas, il fallait que je fasse, comme j'aime bien le vélo, hein, donc la passion m'a rattrapé. Alors, ce qui est formidable, parce qu'on le dit souvent sur cette antenne où nous consacrons la part belle au sport, ce sont de belles histoires. Des histoires comme on ne les imagine pas. Généralement, les enfants suivent leurs parents. Et là, on vous entend dire, mes enfants partent en études et je les ai suivis. Voyez-vous, c'est cet engagement qu'on comprend finalement quand on met un doigt dans l'engrenage du sport. Ouais. Et on sait tellement que c'est salutaire pour nos enfants, que finalement, les sacrifices des parents vont jusque-là, finalement. Tout à fait, parce qu'en plus, mes enfants n'étaient pas en région parisienne, mes enfants sont sur Toulouse, on bosse sur la région parisienne, donc il faut dire que pratiquement tous les mois, je les sens sur Toulouse. Donc il fallait que, comme moi j'aime le sport, je sais que le sport, ça n'a pas un encadrement familial bien stable à côté, c'est compliqué. Mes enfants étaient encore très jeunes, ma fille en transport-études, elle avait 15 ans. Donc, était championne de Guyane, championne anti-Guyane, était vice-championne de France de karaté. Donc, il fallait absolument qu'elle aille sur la métropole. Donc, j'ai dû la suivre, et puis voilà, quoi. Donc, j'ai suivi la grande, enfin, la deuxième, la cadette, et la Benjamin a suivi derrière, parce qu'elle également était vice-championne de France. Donc, j'ai suivi, enfin, tout le monde est parti, puis voilà. Ce qu'on ne pourra pas vous dire, c'est que vous êtes parti pour la patte du gain, parce que lorsqu'on fait du karaté, croyez-moi, on est bien loin des standards des footballeurs ou d'autres sports où ça rapporte beaucoup. C'est vraiment la passion du sport. Exactement. Et le souci d'accompagner vos enfants dans leurs ambitions, dans leurs rêves, parce qu'on en nourrit beaucoup quand on est sportif. Bien sûr, mais c'est pour cela que je dis à tout le monde, et d'ailleurs, j'ai discuté avec Alain en off, dans la semaine, et je lui disais qu'il faut que les gens aillent jusqu'au bout de leurs rêves. Et moi, ce qui m'a un peu déçu, si je veux dire, même si on va peut-être en parler tout à l'heure, sur l'aspect du tour, c'est que certains médias, qui pourtant c'est des médias puissants d'ailleurs, très puissants, on va pas les citer, mais tout le monde doit savoir de qui je parle. Tout le monde comprend. Voilà, se sont permis de dire un peu tout et n'importe quoi, surtout au niveau de la télévision. C'est-à-dire que, on va dire entre guillemets, briser certains rêves. Un jeune qui lui sait qu'il n'est pas très bon pour le vélo, pas très doué pour le vélo, ça peut arriver, hein, que des gens aiment le vélo, malheureusement comme on dit par le vélo ne les aime pas. Le vélo ne les aime pas, voilà, il a bien compris. Et ben, ce jeune-là, il se dit, je sais que c'est possible, de la direction technique, de me retrouver à la tête d'une équipe, même de métropole, et même même au-delà, parce que moi, j'ai 3 fois rien, ce que je fais, ça peut être beaucoup plus haut. Ben, ça peut aider un jeune, enfin, lui permettre de penser que c'était possible. Oui. Que, voilà, parce qu'on sort de petites Guyanes, lointaines en Amérique du Sud, ben, qu'on ne peut pas aspirer à diriger une équipe en métropole, et même une équipe professionnelle, pourquoi pas. Mais il faut c'est pas, on ne dit pas briser le rêve des jeunes, c'est pas de briser leur rêve, pas leur faire croire que les gens sont arrivés là parce que les gens c'était facile, ou alors parce que les gens ils ont des esprits un peu tordus, non. Il faut que les gens aussi tout le monde mette de l'eau dans son vin. Bon, vous savez, moi en règle générale, je n'aime pas cette métaphore parce que le vin, c'est tout un process pour devenir ce qu'il devient et pour que le palais le savoure. Donc mettre de l'eau dans son vin, c'est une expression que j'apprécie difficilement, mais je profite de ce que vous posiez le doigt sur cette manière que nous avons de nous déconsidérer. C'est une façon de nous déconsidérer. Pourquoi ? Si nous prenons l'exemple du centre spatial guyanais, tous ceux qui y sont recrutés, personne ne leur fera un procès en incompétence. Parce qu'on considère que c'est le fleuron de l'industrie. Donc on part du principe que si vous êtes recruté là-bas, c'est que vous avez des qualités. Je prends à dessein cet exemple. Celui qui fait le décompte, n'importe quel enfant de CM2 peut faire 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. À partir du moment où il est nommé pour faire le décompte, on lui tisse des lauriers, on est heureux parce que c'est lui qui va faire le décompte, parce qu'on sait que c'est un moment important. Ça veut dire que nous avons intégré qu'il y a dans la chaîne des personnes qui ont une responsabilité qui leur incombe. Je prends cet exemple-là parce que je veux nous dire, je nous parle à tous, arrêtons de nous déconsidérer.
que tout est possible dans la vie si on s'en donne les moyens. Et que par définition, quelle que soit l'activité que nous pouvons embrasser, je le dis souvent, même à mes enfants, j'ai eu l'occasion de le dire. Tu veux être balayeur, je t'accompagne dans ta vocation de balayeur. Maintenant, rends-moi quelque chose que personne ne pourra effacer. Deviens le meilleur balayeur qui soit. C'est clair. Maîtrise ton métier. Explique-moi pourquoi tu balayes comme ça. Transmets à d'autres la passion de balayer. Et c'est ça qui est important parce qu'on a besoin de tout le monde, à tous les niveaux pour faire société. Et je vous remercie de me donner l'opportunité de faire ce petit point parce que de temps en temps, c'est aussi la mission de la radio que de dire être fier de soi, c'est pas juste dire j'ai une carte de Guyane ici. Exactement. Et je suis fier de cette carte de Guyane. Clair, c'est voilà. C'est penser les choses différemment. Merci Joël Chalat. J'ai beaucoup parlé, mon ami Alain. Franchement, je te laisse cuisiner notre ami Joël. C'est ce que tu avais prévu. Hein. Tu m'as dit juste avant le journal, on va le cuisiner. Ben, c'est ce qu'on fait. À petit feu. Joël Chalat, merci d'être là. Hein. Alors, franchement, l'accueil est nickel, impeccable, franchement royal. Royal. Je ne peux pas trouver mieux. Le cadre est beau, l'accueil est beau. Et le café est servi. Et il va refroidir. Hein. Même faites la courte échelle, on me passe un café. Allez, voilà. Un café pour notre ami Fly. Et si vous voulez en prendre un. Oui, en attendant bien évidemment de revenir sur l'actualité de Joël Chalat. Donc on l'a dit, hein, Joël Chalat a laissé la Guyane. Alors, Joël Chalat qui est passé par le VCG. Joël Chalat qui était aussi aux commandes de l'académie. Alors de Rouen dans un premier temps, l'académie de Guyane. Voilà. Ça. Et puis, on va dire patatras, ça a pété. Est-ce qu'on peut dire que oui, c'est ça? Ça a pété? Oui, il faut dire, il faut appeler un chat, oui, il faut appeler un chat. Ça a pété parce que, malheureusement, parfois, il y a des gens qu'on pense compétents, qu'on pense avoir confiance, en tout cas, compétents, je ne sais rien, mais qu'on pense pouvoir faire confiance. Et que ces gens, parfois, ils ont l'esprit mal intentionné, malheureusement, au détriment du sportif. Moi, je suis dans le milieu du sport, comme j'expliquais à Fly il y a quelques instants, depuis plus de 42 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne me réunit certainement pas, mais c'est le cas. 42 ans, je suis dans le milieu du vélo, dans le cyclisme. Hein. J'ai commencé d'abord par le foot, comme tout le monde, hein, à 10-11 ans, dans le foot. J'ai même fait du basket, malgré ma petite taille. C'est un sport guyanais. Mais ça remonte tout ça. Mais enfin bref, pour vous dire que... ensuite, lorsqu'on arrive, on aime ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours été dans le sport et je n'ai jamais traîné de casserole, on va dire. Okay? En tout cas, avéré, parce que les gens, on peut tous dire... un petit dossier. On tire un dossier sur n'importe qui. Voilà. Mais je parle avéré, factuel, dire voilà, il a fait ça, en tout cas financièrement ou autre, jamais. C'est jamais arrivé en 42 ans. Donc, je ne voulais surtout pas que ça m'arrive à l'Académie de Roura. Mais pas du tout. Malheureusement, ça commence à tourner un peu dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis là pour aider la jeunesse, pas pour m'aider moi, pas pour ma personne, on n'en a rien à faire. Moi, je suis là pour aider les jeunes. Quand j'ai commencé, Fly m'a posé la question tout à l'heure, encore, on revient sur ça, quand j'ai commencé mon parcours, etc. Quand j'ai commencé ce parcours, j'ai arrêté de faire du vélo parce que j'ai vu Patrice Donnet Escondo à cette époque, c'était en 91, que j'ai trouvé quelqu'un qui avait un potentiel énorme, caché, mais un bon potentiel. J'ai arrêté de faire du vélo pour l'aider. Mais j'ai jamais pensé à un moment en me disant, en 1990, hein, 91, plutôt 91, à ce moment-là, on ne se dit pas, je vais arrêter de faire du vélo pour être connu, ou pour essayer de prendre de l'argent, ou je sais pas quoi, ou pour avoir une notoriété quelconque. C'est pas dans cette optique-là. Lorsqu'on fait quelque chose, on se dit, pareil, vous avec la radio, les médias, on se dit, voilà, je vais commencer à faire quelque chose. On se dit pas, demain, bon, j'espère devenir comme ça. Pas du tout. On fait ça parce qu'on aime ça. Moi, j'ai fait ça parce que j'aimais ça, et j'aime encore ça. Donc, c'est la passion qui m'a amené là. Donc, pour en arriver à l'Académie de Rouen, enfin, oui, parce que c'est de ce qu'on parle. C'est des gens mal intentionnés, malheureusement, n'ont pas pensé aux coureurs, n'ont pas pensé au sport, et ont pensé à autre chose. Et moi, à ce niveau-là, je ne veux pas cautionner ça. Donc, moi, je n'étais que directeur sportif. Je ne suis pas trésorier, je ne suis pas président. Donc maintenant, n'ayant pas de pouvoir, de véritable pouvoir à ce niveau-là, ce que j'ai fait, je préférais me retirer de cette mascarade, mais tout en amont, en réunissant l'ensemble du club, et leur expliquer devant la personne concernée ce qui se passerait. J'ai pas fait ça dans le dos de qui que ce soit. Tout était fait clair. Dans les règles de l'art. Et d'ailleurs, il y a déjà, les choses rentrent déjà dans l'ordre. Il y a déjà des gens qui appellent pour présenter leurs excuses a posteriori. Le téléphone a sonné entre-temps. Mais après, franchement, c'est passé. Moi, ce qui m'embête, c'est que les coureurs, certains coureurs se sont trouvés très lésés. Parce que
Il faut savoir que dans le vélo, on ne fait pas de vélo également pour de l'argent. Non. On fait ça par passion. Tous les coureurs, mais les coureurs dépensent beaucoup d'argent, malheureusement. Oui, parce que déjà, le matériel, l'entretien, voilà, tout ça, c'est très coûteux. C'est pas comme en métropole où les grosses structures comme la mienne, ces structures-là, tout est offert, gratuit, même des vélos. Parce qu'il y a des sponsors, il y a d'autres moyens de financer. Exactement, c'est pas la même structure du tout. On n'est pas dans les dom-toms, malheureusement. Il nous faudrait peut-être ça pour arriver peut-être à ce niveau. Le souci, c'est que il y a quand même des compétitions. Lors des compétitions, il y a des prix. Du 1er au 10e, il y a des prix numéraires. Le coureur, il ne court pas pour ça. Mais lorsqu'il l'a, il est content. On fait de la radio. C'est une motivation, voilà. Ne serait-ce que pour plus. Je n'ai pas venu riche avec la radio, mais si je suis rémunéré, j'ai des frais, je prends. Hein. J'ai un bon d'essence, j'ai ci, j'ai là, je vais prendre. Et maintenant, lorsqu'on m'a dit que j'aurais telle ou telle chose, on doit me le donner. Oui. Le problème, c'est que certains coureurs ont eu des gains, mais ces gains-là, tout ça, avec l'affaire de l'Académie de droit, ils ont disparu. Et c'est quand même malheureux parce que le coureur, il a transpiré, il a fait des efforts, et voir que ces gains ne sont pas là, enfin, on était, je sais pas, dilapidés, on a disparu, s'envolés. Je trouve que c'est quand même malheureux, c'est quand même pathétique. Le point est fait, la page est tournée. Alain Paulmin, si je regarde l'heure, je me rends compte qu'il est l'heure pour nous de commencer le Camo Sport. Et puis nous retrouverons Joël à l'issue de ce Camo Sport. Et est-il besoin de préciser, hier soir, il y avait du football. Et vous y étiez, vous avez assisté à la première rencontre qui a opposé Cogno à Matoury. À l'US Matoury, effectivement. Hier soir, c'était le coup d'envoi de la 8e édition du mémorial Maurice Belloni. Je profite également de l'occasion pour saluer cette municipalité de Matoury. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on a mis les petits plats dans les grands? On notera bien sûr que le stade de Matoury a été baptisé, le stade Daniel Sinaï. Il y a eu aussi un annexe qui a été créé, un autre stade avec lumière, non, vraiment magnifique. Et hier soir, j'ai l'impression qu'on a un petit peu baptisé le terrain. Oui. Le nouveau terrain, le terrain annexe de Daniel Sinaï. Donc cette première rencontre qui mettait aux prises de la formation de l'ASC Cogno qui évolue en Régional 2 face à l'US Matoury. Alors l'US Matoury, où on profite pour saluer la présidente. Oui, qui était notre invitée hier. Tout à fait, Madame Dimanche. Madame Dimanche. Dimanche, on va dire c'est une formation qu'on ne présente plus. Donc on savait bien évidemment que la formation de Matoury avait les faveurs de pronostic. Oui, mais c'est ce que vous m'aviez dit, Alain Paulmin. D'ailleurs, je vois qu'il y a 2 Vivano qui sont déjà là en train de vous attendre, puisque j'avais parié 2 Vivano, qu'il y aurait une surprise. Mais vous verrez qu'en fonction du dénouement du match, et même le joueur l'a reconnu, ils ont donné du fil à retordre à cette formation de l'US Matoury qui avait plus d'expérience et qui, à l'expérience, l'a emporté. Tout à fait. Donc on va quand même noter que pour la première période, à la fin des 45 minutes de jeu, le score était de 0-0. Oui. Effectivement, on a vu une belle formation de Cogno. Alors, bon, on parle d'expérience, mais n'oubliez surtout pas que le match de foot, c'est 90 minutes. En deuxième période, ça a été un petit peu plus compliqué. Sidney Acelas a sonné la charge à la 70e minute. Ensuite, on a eu Bodje Rubens à la 79e minute. Et puis, à la 89e minute, à la fin bien sûr de la partie, c'est Benis Jimmy qui augmentait l'addition pour cette formation de l'US Matoury. On va écouter les réactions. Alors Sidney Acelas, baptisé Fil de Fer, voilà ce qu'il nous dit. Sidney Acelas, premier buteur de la soirée, vous gagnez 3-0, vous qualifiez pour la finale. Est-ce que c'était prévu dans vos calculs sur vos tablettes d'aller au moins à la finale? On va dire que oui, sur le papier on était favoris. Après on va pas se mentir, Cogno ils ont très bien joué, ils nous ont surpris déjà. Et on a su concrétiser à la fin. Donc on va dire que c'est une victoire assez méritée puisque on a dominé, on va dire, tout le long du match. Donc on est satisfait et à jeudi. Alors jeudi une finale, forcément une finale, ce jeu se gagne. Bien évidemment. Donc on va se préparer demain pour la grande finale. Pour la grande finale? Oui, mais je vais vous dire, ce qu'on retient, c'est qu'à l'US Matoury, ça cogne haut et fort. Ça cogne haut et fort. Oui, tout à fait. Ça, c'est du fly. Deuxième rencontre qui mettait aux prises la formation de l'Ajibalata face à l'Étoile de Matoury. Mais avant d'aller sur cette rencontre, il faut quand même qu'on écoute les réactions de France Delva, qui est quant à lui le coach de l'ASC Cogno. Delva France, vous perdez 3-0. C'est vrai qu'on va dire, on a vu une très belle formation de Cogno. Bon, sur la fin, c'était un petit peu compliqué. Oui, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, l'autre équipe a fait parler d'expérience aussi. Ils sont restés en attente et après,
Ils ont mis un but, après ce but-là, je pense que c'est ce but-là qui nous a fait du mal. Après bon, on va continuer à travailler pour l'année prochaine. On va essayer de maintenir ce tournoi peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais. Après l'équipe il est en forme, après c'est juste que il y a des petits détails, il faut qu'on règle toujours, comme on dit, une équipe qui vient de monter, il faut toujours comment on dit, un peu de rigueur, un peu de sérieuxité aussi. Après ça viendra par la suite. Mais c'est pas la suite, de toute façon. Ils se connaissent pas encore. Après, il faut qu'ils apprennent à se connaître et après, faire tourner le ballon. Bon. Après, dans l'ensemble, moi, j'ai aimé. Premier mi-temps, c'était super. Mais moi, je pensais que, comme il disait que Matoury était favori, moi, je pensais que Matoury allait nous mettre plus. Mais bon, aujourd'hui, on a géré un peu jusqu'à la deuxième mi-temps. Bon, après, vers la fin, on a pris 3 buts. Mais bon, c'est des petits détails, on va dire. C'est des petits détails à corriger. Voilà. Les petits détails qui font toute la différence, Alain Polman. Tout à fait. Et j'ai aussi envie de dire un petit bémol sur la première rencontre. Le trio arbitral, malheureusement, s'est retrouvé avec un seul arbitre et 2 bénévoles. Et je vous avoue, dans un genre de tournoi, il faudrait aussi que chacun puisse prendre ses responsabilités, qu'il y ait des arbitres officiels, puisqu'à un moment donné, ça a failli se terminer aux mains. Donc on a été obligé de faire un petit peu on va dire les agents de sécurité, mais il faut qu'on évite ça lorsqu'on prévoit des arbitres. Et là, je m'adresse bien évidemment à la Ligue de foot. Il faut absolument que ces messieurs soient présents. Deuxième rencontre à Gibalata, à AS Étoile de Matoury. Là aussi, une très très belle rencontre entre frères matouriens. On notera que c'est Andrew Wilfried qui a scoré à la 21e minute. Il remet encore un deuxième but à la 75e minute, donc doublé de ce dernier. 54e minute, c'est Wilfried Galimo qui scorait également sur penalty. Et puis la réduction du score est venue à la 80e minute par Jobenski Antoine. Il est de la formation de la Gibalata. Donc vous avez compris que l'Étoile de Matoury s'est qualifiée pour la finale. Bon, on va dire la Gibalata aura au moins la chance de jouer le match de classement. On va écouter les quelques réactions. On va commencer avec Jean-Pierre Kaboké, quant à lui, le coach de cette formation de l'AS Étoile de Matoury. Il aura des choses à nous raconter par la suite. On y va. Jean-Pierre Gabo, 3-1, vous qualifiez pour la finale. Que peut-on retenir de la rencontre ce soir? C'est que je pense que il y a certains joueurs qui ont respecté les consignes et à la fin, je pense que on a reculé d'un cran. Et erreur de notre gardien, on prend un but. Les erreurs, ça paye cash. Et voilà, c'est pour ça que ce soir, je suis satisfait du résultat, mais je voulais que n'en prenne pas de but et que si on arrivait à marquer un petit peu plus, ça aurait été bien. Vous êtes en finale face à l'US Matoury, encore un véritable derby. Derby jeudi, derby samedi, ça fait beaucoup. Non, ça n'est pas beaucoup. C'est que si mes joueurs se disent que ils sont compétiteurs dans leur tête, je pense que ça devrait le faire. Je pense que là, on est passé à côté en début de championnat. Je pense que là, le championnat est lancé. Là, il y a la coupe, il y a la finale. On a des finales à jouer. Je pense que là, c'est partir dedans et de les gagner. Grand merci à Jean-Pierre Zabo. On va poursuivre avec le coach de cette formation de la Gibalata, Hippolyte, qui lui aussi, on va dire, est quand même satisfait de ces gamins, de ces bonhommes. Bon, c'est vrai qu'on est tombé sur une grosse formation de l'Étoile de Matoury. On l'écoute. Jordan Hippolyte, coach de la Gibalata, vous perdez 3-1. Vous faites de la place. On a vu quand même une formation de la Gibalata très très conquérante. Non, on n'a pas démérité. Après, il faut savoir que l'Étoile joue en R1. Ils sont supérieurs à nous. Après, on avait notre équipe aussi ce soir. On a fait ce qu'on pouvait. Après, le meilleur, il a gagné. Vous aurez une petite finale à jouer face à Cogno. On va la prendre au sérieux, c'est quand même une finale quand même. Après, on représente la ville de Matoury aussi, donc on va faire le nécessaire pour être là et pour représenter la ville de Matoury encore une fois. 2 ans que le tournoi avait été, on va dire, arrêté à cause du Covid. On reprend les choses normalement. J'imagine que vos joueurs, mais également les équipes de Matoury doivent être, on va dire, contents de reprendre le Mémorial Belloni. C'est une très très grande satisfaction, surtout que quand on a gagné sur le Covid, il y avait du monde autour du stade et je pense que pendant les 2 matchs, on a pu offrir le spectacle que le public méritait.
Jordan Hippolyte au micro d'Anne Appelmain. Tout à fait, on poursuit avec le responsable des sports, Steve Falgaret, très très satisfait du côté de Matoury. En vue de l'excellence, on l'écoute. On a terminé la première soirée, les 2 demi-finales du mémorial Maurice Belloni. Vous étiez bien évidemment, on va dire, à la tête de cette organisation. Qu'en peut-on retenir de cette belle soirée? Ça rentre dans la politique sportive de la ville de Matoury, surtout sur la fête de la Saint-Michel, qui est la fête de Matoury. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les équipes de Matoury se rencontrent entre elles et que en plus se réunir tout le monde et autour d'une fête qui est le football. Après, pour nous, c'est surtout ce qui est intéressant. Voilà. Alors jeudi, on se retrouve petite finale, grande finale. Allez, on va dire Étoile de Matoury, US Matoury, encore un derby. C'est un derby jeudi, puis ça va être un derby samedi, je crois. Et après, ça va être les coachs de gérer leur effectif. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en plus optimiser le terrain annexe, parce que c'est un terrain qui est tout neuf. Ça nous permet de l'expérimenter, que ça soit au niveau de l'éclairage, que ça soit pour qu'on puisse voir sur le futur comment qu'on puisse absorber les matchs de championnat le soir. Après, nous on est contents, on va continuer à travailler dans l'excellence, c'est surtout ça. Et puis j'espère que les jeunes de Matoury ont été fiers et que nous on continuera à travailler comme ça. Steve Falgaret qui est le responsable des sports de la ville de Matoury. Tout à fait, on va poursuivre avec la programmation notamment de jeudi. Donc jeudi soir, 18h, match de classement, AS Cogno à Gibalata Briba. Et puis à 20h, la grande finale, US Matoury, AS Étoile de Matoury. Écoutez, je crois que les Matouriens seront entre eux. On rappelle qu'il y a une dotation de 1 500 € à gagner pour le vainqueur. Mais enfin bon, on va faire la fête visiblement. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. La suite, et là nous allons parler du championnat masculin avec le basket. Tout à fait. Et hier soir, on a démarré les hostilités. L'ASC Tours était face à la formation de l'ASC Matoury 88. Écoutez, cette formation de Matoury est venue dompter l'ASC Tours, la deuxième équipe, les U20. Score final 63-43. On notera également qu'à la mi-temps, le score était de 19-30. Je profite de l'occasion pour donner la suite de leur programmation avant d'aller à la recherche de Richard Auguste, qui est quant à lui le coach de cette formation de la Tour 2. Donc on notera bien sûr que samedi, l'US Inamari sera face à l'ASC Roukou au complexe de Kourou. USL Montjoly, le signe, ce sera au hall de Montjoly. Et puis le match phare pour samedi soir, l'ASC Tour sera face au Cosma. Rendez-vous prévu à 19h au CSD. Surprise sur RDI. Vous n'avez pas vu Mirza? Vous n'avez pas vu Mirza? Vous n'avez pas vu Auguste? Ni Auguste ni Mirza? On est parti à la recherche de Richard. Auguste, coach de l'ASC Tour numéro 2. Ce soir, ce qui n'a pas marché, c'était effectivement un petit peu surpris, je pense, par l'adversaire. Donc, qui a joué un petit peu assez physique quand même. Donc, une équipe de Matoury qui a fait de la zone du début jusqu'à la fin du match. Donc, on a manqué d'adresse, on a manqué de patience, on a déjoué. Donc, on a déjoué certainement parce qu'on a voulu rester en indive. Et qu'ils étaient beaucoup plus percutants et beaucoup plus d'agressivité. Donc, c'est un match où oui, effectivement, on perd de 20 points. Donc, je pense que quelque part, ça nous permettra de continuer dans notre progression, comme je dis. Avec cette majorité de U20, on va continuer à progresser. Et puis, surtout, à faire en sorte que pour les prochains matchs, que ça ne se passe pas comme ça. Et qu'on commence à grandir en maturité pour continuer dans nos objectifs. Une bonne défaite de temps en temps, ça fait pas de mal. Je pense qu'il faut ça. Il faut ça pour avancer, surtout avec nos jeunes. Et puis leur donner quand même cette motivation malgré tout derrière une défaite. Et que on va prendre chaque match après match pour voir qui s'est créé la surprise à la fin de l'année. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On ne perd jamais, disais-je, en off. On apprend. Et de toute évidence, ce qu'on apprend d'abord, c'est qu'on gagne à perdre
Parce que l'humilité revient, on se remet en question et c'est comme ça qu'on finit par se dépasser. Alain Polman, la suite ? La suite, ce sera toujours avec du foot, avec la deuxième journée de la régionale 1 groupe B. C'est ce soir au stade Edmond Lama. La formation du Loyola aussi sera face à l'AJ Saint-Georges. Donc on notera bien évidemment que pour samedi, la suite de cette journée, avec là encore le match fort AS Étoile de Matoury, US Matoury. Ils vont encore se retrouver samedi après-midi à Daniel Sinaï. ASCO, SC Coursier, ce sera à Oriane Jean-François. Le CCC sera face à l'USL Montjoly, Edmond Lama. Et puis notez que la formation de l'ASC Aguado reçoit l'étoile filante d'Irakubo à Moutonde. Alors le classement, bien évidemment, avant cette rencontre ce soir. Notez que le CCC, l'étoile de Matoury, compte 4 points. La formation d'Aguado, l'étoile filante d'Irakubo, l'US Matoury, l'USL Montjoly, le Loyola et le SCK comptent 2 points. L'ASCO et l'AJ Saint-Georges avec un total de 1 point. On notera également pour la programmation du groupe A. Samedi soir, le Gelda reçoit la formation de Caribe à Bois-Chauda. USI Damari à Sugon-Santi, ce sera à l'Omnisport. Le FC Charvin sera face au Dynamo de Soula au Parc des Princes d'Irakubo. Et puis notez bien évidemment que dimanche à 16h, la dernière rencontre, l'Olympique de Cayenne sera face à l'USC Montsinéry de Charles Cussé à Edmond Lama 2. Une rencontre prévue à 16h. Et notez que la formation de l'ASC Rémien, cette formation sera bien évidemment exempte pour cette deuxième journée. Merci Alain Polman, c'est la fin de ce programme Camo Sport du jour. Merci d'avoir veillé très tard pour nous rendre compte de l'actualité sportive, d'autant qu'il s'agissait d'un tournoi. Je veux dire, ce n'est pas le programme du championnat ni la Coupe de France. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Joël Chalat, qui est notre invité. Il faut le préciser que Joël Chalat est coach de l'OCVO, Olympique cycliste du Val d'Oise, et que dans la vie, on embrasse le sport ou une discipline, peu importe, parce qu'on a une motivation. C'est d'abord ça qui compte. Voilà. Et Alain Polman, voilà, je ne le dis pas parce que c'est mon collègue, on sent que voilà, il est tombé dedans quand il était petit. C'est l'obélix du sport en Guyane. Voilà. Alors, vous m'avez vu faire des signes et un large sourire. C'est parce que j'accueillais pendant le Camo Sport notre prochain invité. Il s'agit de Madame Rosebane Robineau qui nous parlera de son exposition avec un vernissage qui aura lieu ce soir. Mais auparavant, nous allons terminer l'entretien avec notre invité du jour, Joël Chalat. Alain Polman, je vous passe la main. Tout à fait. Merci pour cette main que je récupère. Alors, Joël Chalat, on va revenir sur le Tour de Guyane. Le Tour de Guyane où vous étiez bien sûr aux commandes de cette formation de l'OCVO. Donc, on rappelle que vous êtes depuis parti du côté de l'Hexagone et vous avez pris les commandes de cette formation. On notera aussi que la formation de l'OCVO a quand même des coureurs en Guyane qui portent ses couleurs. Donc on a eu Hautebo, Papy Hautebo qu'on salue bien bas aussi, qui a fait de belles performances au championnat de France. Mais nous avons d'autres coureurs, de jeunes coureurs qui portent les couleurs de l'OCVO. Alors pourquoi on va dire solliciter les coureurs guyanais pour on va dire faire partie de votre écurie? Mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Enfin, on avait commencé à en discuter. Moi, je pense que j'aime le sport, j'aime le vélo, j'aime mon pays, donc en général. Et donc je me dis. Pourquoi il faudrait surtout, en tout cas, aider la jeunesse guyanaise à atteindre l'excellence, si on peut, avec mes modestes moyens. Maintenant, étant sur la métropole, je n'ai pas aidé que la Guyane, parce qu'il faut dire que dans mon équipe, il y a également 2 Guadeloupéens. Donc la Lutin et un autre, donc vous connaissez beaucoup moins, mais la Lutin qu'on connaît très bien, parce qu'il a fait 2e tour de Guyane en 2019. Donc, il faut dire que voilà, le club, j'essaie d'accueillir, j'essaie d'aider au mieux. Alors, amener ma petite pierre à l'édifice, et c'est ce qu'on parlait encore tout à l'heure. Donc, je disais que certains médias, je ne vais pas les harceler, certains médias ne faisaient pas correctement les choses. La pilule n'est pas passée. Franchement, non. Honnêtement, non. Parce que je pense qu'on peut dire tout, mais pas n'importe quoi. Oui. Voilà. Et parce que lorsqu'on a un micro ouvert, on se permet de dire tout et n'importe quoi. Et les gens, les auditeurs ou les téléspectateurs, ils captent, ils sont souvent candides, ils ne sont pas très au courant. Les gens sur le Tour de Guyane, la plupart des supporters, on ne va pas prendre le cas d'Alain. Alain, lui, par exemple, je sais que lui, lorsqu'il vient en compétition, mais on en a parlé plusieurs fois, il n'a pas de feuille. Il regarde la course, il commente la course sans papier. Ouais. Il connaît les coureurs mieux que moi-même. Mais bien sûr, il connaît tous les coureurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains qui viennent en compétition. Lorsqu'ils viennent. Lorsqu'on les aperçoit de temps en temps, une fois tous les 10 ans, on les aperçoit, ils ne connaissent personne. Et donc, lorsqu'on ne connaît rien, on ne connaît pas les gens, lorsqu'on a le micro ouvert et qu'on a le pouvoir de dire tout, on dit n'importe quoi parfois. Voilà. Et ça, c'est pas bien. On peut se permettre de raconter souvent des bêtises. Et donc voilà, moi ce que je peux aider, j'aide,
Et donc dans mon équipe, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas que Papillon de Bourg, mon ami, mais également René Tiver, il y avait également Anthony Bonnet, qui est à la Croix du Sud, qui était également chez moi, de ma appartenance. Et là maintenant, bien entendu, parce que voilà, si je peux ramener un petit peu par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je fais là en métropole, si je peux aider les jeunes, je le fais. On n'est pas venu uniquement autour de Guyane pour de la compétition, mais j'ai l'œil ouvert, je vois, on discute. Alain, on a discuté également de d'autres coureurs. Et Alain également, parce que comme Alain sait très bien le vélo, il me donne parfois des tuyaux sur certains jeunes. Il dit voilà, celui-là, il est pas mal parce que je l'ai vu courir, etc. Et voilà. Teddy Octavia faisait partie des jeunes dont on avait parlé avec Alain depuis très longtemps. C'est pas, les gens pensent que ça s'est passé uniquement autour de Guyane, mais c'est bien avant. C'est un travail au long cours. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, quel contact vous entretenez avec le comité organisateur parce que c'est finalement une chance de pouvoir participer quand on est originaire de la Guyane, de se retrouver à la tête d'une équipe du Val d'Oise et de pouvoir être invité à cette compétition. Bien sûr, c'était une chance pour moi, une chance également pour mes coureurs qui ont découvert la Guyane, qui ont découvert l'outre-mer tout court, qui ne connaissaient pas. Il faut savoir qu'Alan Leroux, qui a 18 ans et demi, parce qu'il aura 19 ans le 12 décembre, qui a gagné l'étape de Mana, l'étape la plus longue du tour, lui, il prenait l'avion pour la première fois. De sa vie. Il n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Jamais pris l'avion. Et la plupart de mes coureurs avaient pris que des petits moyens courriers, mais des longs courriers pour faire des vols aussi longs, traverser l'Atlantique, arriver jusqu'en Amérique du Sud. Voilà. Pour eux, c'était vraiment jouissif. Et moi, je pense que c'est une opportunité que peut-être qu'ils n'auront pas tout de suite. Moi, je remercie d'ailleurs le comité cyclisme par son président, président Tiver, qui nous a invités, avec également, il faut savoir qu'il y a également Bianca de Sommerville qui est à ses côtés, qui fait du très bon travail. Sylvie Fromard, avec qui j'ai eu de très grands contacts, et tout, Françoise Herman, ces gens qui ont milité, en tout cas, pour que mon équipe puisse venir ici. Alors, moi, j'ai une question technique à vous poser, Joël Chalat. Par exemple, quand on parle de football, on entendra dire que l'entraîneur a choisi un système 4-4-2, ou alors il a choisi de jouer avec 2 pistons. Vous voyez, il y a aujourd'hui une cartographie des schémas de jeu qui s'entretient sur les médias, qui fait que finalement, l'individu lambda qui suit le sport, il finit par assimiler, tiens, le Barça joue plutôt comme ça, le Real plutôt comme ça, le Paris Saint-Germain plutôt comme ça, même un petit club, tiens, il a mis en place tel système. Comment, dans le cyclisme, parce que c'est une course qui se déroule sur une distance longue, comment on prépare sa stratégie et en fonction de quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour qu'on comprenne beaucoup mieux à quel moment vous intervenez dans la stratégie de course? Alors, contrairement au football, par exemple, les stratégies de course sont souvent élaborées par rapport au tracé et aux adversaires, bien entendu. Donc, aux adversaires qu'on va rencontrer. Et qui sont nombreux. Et qui sont... alors, en Guyane, je peux parler des 2 endroits. J'ai cette chance, heureusement. J'étais directeur sportif ici pendant plus de 30 ans, donc je sais de quoi je parle. Et puis également en métropole, parce qu'il faut savoir qu'en Guyane, les parcours sont souvent les mêmes, malheureusement. Les adversaires sont tout le temps les mêmes, malheureusement également. En métropole, c'est totalement différent. Donc les stratégies ne sont pas les mêmes. Par contre, coureur n'est pas la même. En métropole, moi souvent, on va dire que... Alors, juste un exemple. Il y a des coureurs en métropole. On prend l'équipe de Vendée, dirigée par Hervé Arcade. Ça fait 3 ans et demi que je suis en métropole, donc ça doit faire, j'ai fait 40 compétitions par an, voire plus, entre une bonne cinquantaine. J'ai croisé que 3 fois l'équipe d'Hervé Arcade. Par exemple, on les croise. Oui, il y a tellement de compétitions à droite et à gauche que des fois les équipes, on les rencontre très peu. Donc les adversaires, on les connaît pas. Donc très souvent, les stratégies sont... Alors en tout cas, je pense qu'il faudrait, c'est comme ça que je travaille moi, si le parcours, je sais que c'est un parcours qui sera en faveur de mes coureurs, et que je suis un sprinter, comme à l'époque en Guyane, à l'époque je faisais du vélo comme Guyanais, donc on en parlait tout à l'heure, j'avais mon équipe Marc Joseph, je savais très bien que j'avais une carte pour les arriver au sprint. Dans mon équipe en ce moment, j'ai Alain Leroux qui sprint pas bien, qui a gagné à Mana, donc il a gagné au sprint. Et donc, avec lui, je sais que j'ai une chance éventuelle pour gagner des sprints. Mais ça dépendra des adversaires qui seront présents. Par exemple, ce week-end, il y a une course, là, ce week-end, Paris-Conéré. C'est une course de 185 km. Je sais pertinemment que mon équipe ça va être compliqué. Parce que les adversaires sont très haut niveau. Quasiment des équipes toutes de DN1. Donc là, voilà. C'est-à-dire que dans certaines courses, on va partir pour la gagne, d'autres, on va partir pour une bonne performance. Et si un parcours qui grimpe bien, on mettra des grimpeurs, on jouera une stratégie pour essayer de placer un coureur devant.
autour de Guyane par exemple, je savais très bien que la première étape était piégeuse. J'ai couru, on va dire, en adéquation avec ce qui m'aurait attendu sur le terrain guyanais. D'accord. Ça n'a pas manqué. Alors, en résumé, vous tenez compte de la topographie de l'étape, vous tenez compte des équipes et de leur positionnement quand la course a déjà commencé à livrer un verdict où on sent un peu ceux qui sont menaçants, ceux qui sont au classement, et vous tenez compte de tous ces paramètres pour ajuster la tactique qui sera celle du jour. Parce qu'effectivement, elle va évoluer en fonction de l'évolution de la course. Et puis parfois, on peut se tromper en cours de la course. On peut ajuster en passant le mot à ses coureurs. Tout à fait. Par exemple, autour de Guyane, vous étiez avec Steve Stanislas. Oui. Steve, c'était mon coureur également. D'accord. C'était mon coureur à la Croix du Sud. Mais c'est le coureur qui avait une grande intelligence de course, par exemple. Oui. Il y a des coureurs qui d'eux-mêmes, change la stratégie que le coach il a mis en place et voilà, il l'améliore un petit peu, l'ajuste un petit chouïa parce que bon voilà, les choses évoluent durant la compétition. Il est au charbon, c'est normal. Et puis il y a des coureurs également sur qui au départ on avait une certaine appréhension, un adversaire j'entends, sur qui on avait une appréhension et ce jour-là n'est pas bien. Peut-être qu'il a mal dormi, il a passé une mauvaise semaine, ou voilà. Gastro, etc. Voilà, une gastro, voilà. Et ce jour-là, donc on doit tout de suite modifier les paramètres qu'on aurait mis au départ en place et qui évoluent parce que la compétition n'a plus la même, elle a évolué, elle a changé. En fonction des aléas. Oui. Alain Polman, il nous reste 2 minutes avant de conclure. Tout à fait. Donc 2 minutes pour demander à Chala de nous faire le bilan de son tour. Il retient quoi de ce tour de Guyane? Fly l'a dit, j'ai pas gagné, donc j'ai pas perdu, mais j'ai appris. J'exagère en disant que j'ai appris, j'ai pas appris grand chose. Je suis tombé sur un adversaire coriace, Lars Laurel, qui était très fort, avec une très bonne équipe de Hollande. On a fait, nous, le boulot qu'il y avait à faire. On a quand même gagné 2 étapes, donc c'est un bilan positif. Honnêtement, c'est un bilan relativement positif. Maintenant, on n'a pas gagné, donc c'est toujours un peu une petite déception, parce qu'on est venu pour ça. Mais il n'y a pas que nous qui sommes venus pour ça, il y a toutes les équipes qui étaient venues pour gagner. Donc nous, on termine 2e, c'est quand même mieux que rien. Mais bon, on aurait espéré mieux. 2 victoires d'étape, on termine 1er par équipe. C'est bien, mais bon, honnêtement, on espérait mieux. Si on est invité l'année prochaine, eh bien, on fera mieux. On va essayer de faire mieux en tout cas. Joël voulait du maillot jaune. Ben oui, mais il a eu le maillot jaune par équipe. Oui, mais il aurait pu l'avoir. Oui, il aurait pu l'avoir. Voilà, mais voilà, c'est ça. C'est la vérité du Tour. Et c'est le vélo. C'est vrai, parce que le Tour n'était malheureusement pas il n'y avait pas beaucoup de. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour faire des écarts. Des cassures. Donc les écarts se sont joués. Le Tour s'est joué dans le 2 chronos. 2 chronos, oui. Voilà. Merci Joël. Combien de temps il vous reste encore à passer ici, en Guyane? 3 jours. Alors profitez-en bien. Profitez de chaque seconde, chaque minute. Et respirez bien l'air de la Guyane. Et puis revenez-nous frais, dispo. Oui, l'année prochaine. Merci. Si tout va bien. Merci beaucoup. Alain Polman, nous remercions ceux qui rendent possible cette couverture sportive. Tout à fait. Nous remercions Transport Mathieu, à tout vert, le bananier, la boulangerie Albert. On va remercier Transport Tédiringué, GNC Création, pour faire vivre la passion du bijou. La station Gendarme de mine d'idées de création toute l'année. La pêcherie l'hippocampe, c'est au loge 7 au Mire, la Sarah JF2, Mister Boucan Tostin, Maison Tarin, la CACL, Ranger Sécurité, Mouché Boucané, Papa Poisson, loge 12 du côté du Mire. Et puis nous remercions bien évidemment la brioche une fois de plus. Merci Alain Polman, merci Joël Chala, bon vent. Le temps d'un jingle et nous retrouvons tout de suite notre prochain invité. Il s'agit, je vous le rappelle, de Madame Rosemane Robineau, artiste peintre, qui va nous parler de son vernissage qui aura lieu ce soir. Très connu ici, tout de suite. Oui, très connu ici et ailleurs d'ailleurs. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Installez-vous, madame. Voilà, c'est vrai que là, la discussion a commencé déjà sur l'exposition et mon invité n'est toujours pas installé. Ah bon? Bienvenue, installez-vous, rapprochez-vous du micro, Madame Robineau. Donc, c'est bien. Oui, c'est bien comme ça, c'est très bien. Vous arborez un beau bleu comme je l'aime, en vérité. Soyez la bienvenue. Un hommage. Ça n'a pas été trop difficile pour vous ce matin? Pas du tout. Bien, heureux de vous accueillir, Rosemane Robineau. Nous vous accueillons à la faveur d'un nouvel événement artistique que vous concoctez depuis quelque temps et que vous allez nous proposer aujourd'hui en levant le voile sur une nouvelle exposition qui s'intitule Au bord de la rivière ou en version, on va dire, locale, Rodbol la Crique. Non, Rodbol la Crique, exactement. Oui. Qui n'est pas la traduction de Au bord de la rivière. Oui. Mais j'aime bien provoquer un peu et laisser le mystère. Donc c'est pour cette raison que j'ai donné cette traduction qui n'est pas
franchement la bonne. Bien, alors nous allons revenir bien évidemment sur cette exposition qui nous intéresse à plus d'un titre. Mais puisque vous êtes sur un plateau où on parle beaucoup de sport, l'émission s'appelle Yana Café Sport, je ne peux pas la commencer, cette émission, sans rappeler que vous avez eu une histoire d'amour avec le sport, puisque vous étiez au cœur de la transmission. Tout à fait, ma formation initiale, c'est professeur d'éducation physique et je me suis consacrée à cette profession pendant 39 années. Et j'aimais beaucoup la pédagogie, j'aime transmettre, j'aimais beaucoup les enfants de 6e, 5e, 4e. Et bon, à un certain moment, je me suis arrêtée parce que les relations entre les individus ne sont pas simples. Et dans l'administration, c'est particulièrement compliqué. Et donc, j'ai préféré, pour ma santé mentale, arrêter. Voilà, prendre ma retraite très tôt, à 50 ans. D'autant plus que je pratiquais déjà l'art. Parallèlement, je faisais les deux fonctions. Alors, il faut préciser que vous avez eu d'autres satisfactions dans votre vie. C'est d'avoir eu l'occasion d'accompagner une championne. Oui. Et pas n'importe qui, cette championne. Et puis, je vous laisse nous dévoiler. Je suis mère de 3 enfants qui me donnent satisfaction, que j'ai mené un peu avec, on va dire, tambour battant, avec ma profession, avec mes activités. J'étais prof de danse. Enfin, je faisais beaucoup de choses et je les ai un peu bousculés. Et malgré tout, ils ont pu affirmer leur personnalité. Et Cléophée, effectivement, a été sportive de haut niveau durant plusieurs années. Elle a été vice-championne de la jeunesse olympique. Elle a été championne de France, elle a donné satisfaction. Elle n'a pas pu poursuivre parce que les problèmes de santé, des problèmes d'articulation l'ont obligée à arrêter. Mais elle a fait son chemin. Et elle continue de servir au service du sport, puisqu'elle préside la direction des sports à la ville de Cayenne. Donc c'est encore un témoin que vous avez passé. Elle a pris le relais et c'est la vie qui reprend le relais quand il y a de l'amour dans cette approche du sport. Oui, mais ce malgré moi, parce que je ne l'avais pas encouragée à se lancer dans cette aventure. Mais une fois qu'il y a mis le pied ou le doigt, vous avez été là. Mes enfants ne m'ont pas écouté pour le choix de leur métier. Je suis sûr que si vous aviez dit à vos parents que vous vouliez être artiste peintre, personne ne vous aurait suivi non plus. Ils ne m'ont pas écouté pour le choix de leur métier, ils ont fait ce qu'ils voulaient et j'ai laissé faire. Bien, alors revenons donc à votre passion pour l'art. Vous avez une formation également dans des écoles, parce que vous dites que vous êtes amateur. Bon, c'est vrai, vous êtes amateur, mais vous avez eu un bagage, vous n'êtes pas tombé tout à fait, vous êtes autodidacte, c'est pas vraiment, vous êtes donné les moyens d'aller chercher l'information, de maîtriser ce que vous faites, le trait, les couleurs. Vous avez suivi ce cursus en métropole ? Quand je dis je suis autodidacte, cela veut dire que je n'ai pas eu un cursus beaux-arts. Oui. Traditionnel. Je n'ai pas fait, après le bac, faire une école nationale d'art. Ça n'est pas mon cas. Mais j'ai fait des formations en dessin, en gravure, pas en peinture, parce que la peinture, je l'ai de façon naturelle. Je suis une coloriste. C'est cette chance que m'a donnée la vie. Mais je suis une personne curieuse, donc j'ai eu de multiples formations, pas que en éducation physique, où j'ai eu une formation très complète au CREPS de Poitiers et de Lille, où on faisait énormément de choses et c'est une formation que j'ai adorée et s'il fallait recommencer si j'étais jeune. Vous referiez la même chose ? Oui, parce que c'était extraordinaire de richesse et de créativité. Mais j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de la danse, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine du conte. On ne me connaît pas conteuse parce que je ne me suis jamais produite ici, mais j'ai fait énormément de formations. Je suis curieuse, voilà. Alors, votre curiosité va nous emmener vers d'autres layons que vous avez explorés. Là, vous nous proposez une exposition. D'ailleurs, on va voir l'affiche de votre exposition au bord de la rivière au Road-Bola Creek. Rosemane Robineau nous propose je vais dire un élastique qui va
s'étendre d'un temps donné jusqu'à nos jours. Alors, un grand panier. Un grand panier, un pas gras. Je disais souvent à mes élèves, quand j'étais prof, regardez dans votre panier ce qu'il y a. On ne vient pas complètement dépourvu. La vie nous donne au départ des choses, mais il nous faut les regarder, il nous faut les découvrir, il nous faut les aimer. Alors, ces choses que vous avez aimées, vous avez pu découvrir, par exemple, le long, au fil de l'eau, du côté du fleuve. Vous avez eu l'occasion de séjourner, d'observer attentivement la vie qui s'y déroule, le rôle des femmes, leur implication. Est-ce qu'on retrouve tout cela dans les traits que vous nous proposez? Parce que vous ne faites pas la peinture figurative. Non. Vous proposez un art abstrait qui donne aux visiteurs, aux passionnés d'art, ou même celui qui découvre l'art, à s'interroger, se questionner sur la notion du trait de l'artiste. Je ne veux pas dire abstrait, je vais dire non figuratif. Oui. Parce que même quand on regarde le ciel qui nous paraît abstrait, il est plus abstrait que ce que je propose, moi. Et pourtant, il n'est pas totalement abstrait. Mais l'abstraction permet une liberté. C'est pour cette raison que je pense que vous utilisez le terme d'abstrait, parce que effectivement, dans l'abstraction, comme il n'y a pas de représentation, on laisse libre cours à la pensée aussi, et à la créativité de chacun. Alors, je propose effectivement une série d'œuvres non figuratives, mais il y a en même temps une installation qui est figurative et qui aussi qui interpelle, mais tout cela toujours autour de l'eau. Je me souviens, quand j'étais petite fille, la rivière était très importante. J'allais chez ma grand-mère, elle m'envoyait chercher de l'eau avec une petite calebasse, comme ça, pour jouer. Donc j'allais à la rivière, je remplissais ma petite calebasse et je cheminais au bord de la rivière, justement. Et il y avait les pois doux, le pois sucré, Inga, les bonbons de jeunes filles, qu'on grignotait, tous ces souvenirs-là qui m'enrichissent, qui me nourrissent. Et j'allais dire que c'est à cette poésie-là que j'invite les regardeurs aujourd'hui à se réapproprier notre espace. Tout mon travail porte autour du corps, le corps de l'individu, qui est sa maison dans laquelle il grandit. Le corps a son importance pour cela. Vous parlez, sans vouloir vous interrompre, vous nous parlez du corps, et la thématique, c'est au bord de la rivière. La rivière, c'est l'eau. Et le corps, c'est de l'eau essentiellement. C'est de l'eau essentiellement. Et puis on aime, et puis c'est quand on ne se sent pas très bien, c'est dans l'eau qu'on va se ressourcer. C'est dans l'eau qu'on est venu également, avec le liquide amniotique. Tout à fait. Également dans la symbolique que vous développez, les calebasses. Ça peut être la pleine lune également. Toute cette symbolique qui renvoie à l'eau. L'eau et les rêves. L'eau et les rêves. D'accord. Alors, vous évoquez également la condition des femmes, puisque vous m'avez parlé hors antenne de cette rencontre que vous avez pu faire sur le fleuve. Qu'est-ce que vous en gardez? En 1985, j'étais allée à Maripasoula, Papaichton, pour rencontrer les femmes et leur demander de m'initier. Quand je dis m'initier, c'est pas forcément apprendre à faire ce qu'elles faisaient, mais m'initier à l'art de la gravure sur calebasse et à la symbolique. C'est tout le langage qui tourne autour de cela qui m'importait. Donc j'ai séjourné quelque temps avec les femmes. J'ai gardé des souvenirs comme ça qui se sont enfouis en moi, qui reviennent de temps en temps. Et j'aime bien détourner les choses. J'aime bien aussi dématérialiser. Donc, je ne fais pas de l'art tembé. Mais pour cette série que j'intitule « Quand les femmes chantaient », je me suis inspirée du travail des femmes bonies sur les calebasses. Alors, vous nous invitez à une réflexion également sur la grâce, sur la fécondité, sur la maternité aussi, sur tout ce que fait la femme. Tout ce que fait la femme. Alors, j'ai une question. Le féminin. Le féminin. Moi, j'ai une question, peut-être qu'elle va être troublante, mais aujourd'hui, nous, les hommes dans la société, depuis, par exemple, les mouvements MeToo, ces mouvements qui bousculent un peu la société, qui remettent un peu d'ordre dans les désordres que le temps a normalisé, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il est compliqué
de s'adresser aux femmes avec les repères que nous avions jadis. Par exemple, il m'est arrivé de m'adresser à quelqu'un qui me dit « je suis non-genré » ou alors « je suis non-binaire ». Vous voyez, comment l'artiste que vous êtes perçoit ces mouvements de société ? Je vais vous dire très simplement que je regarde beaucoup les hommes. Je regarde les femmes aussi, oui, parce que je regarde les traits, je regarde le visage, je regarde le comportement. J'essaie de comprendre, de saisir qui est l'autre et qui je suis au travers de l'autre en même temps. Et je regarde donc beaucoup les hommes et je m'aperçois que dans notre société aujourd'hui, il y a une féminisation de l'homme. Le féminin prend le pas sur ce qu'on dit le masculin, c'est-à-dire le macho. L'homme n'est plus, en tout cas apparemment, il n'est plus macho comme auparavant, mais il se féminise, il s'adoucit, il prend les allures des femmes, il prend la gestuelle, il prend la combinaison même, je dirais, l'habit de la femme, il prend le discours, et ça m'interpelle. On considère ça comme un glissement naturel des choses ou alors comme un début de dérive ? Je ne dirais pas une dérive, mais je pense qu'il nous faut réfléchir plus sérieusement et je dirais même plus intimement à cela. Parce que on n'est pas que dans l'apparence, les choses sont beaucoup plus profondes. Je me suis dit à un moment, comme ça en riant, est-ce que c'est parce que l'homme a tellement placé la femme sur un piédestal inaccessible qu'il a cherché véritablement à s'approcher d'elle et à devenir elle? Et pour quelle raison? C'est une réflexion profonde, elle est philosophique, mais elle est également empreinte d'une certaine sagesse et d'un vécu, parce que du haut de votre expérience, j'imagine bien que vous avez vous-même, à travers la maternité, vu grandir vos enfants, vu l'influence de la société sur leur comportement, vu également le poids de votre éducation, comme outil, comme bagage pour traverser le siècle. Je suis née juste à la fin de la guerre, oui. Donc, ou un peu avant la fin de la guerre. Donc je suis un dinosaure. Donc, et je réfléchis beaucoup, mais c'est pas, je ne fais aucun effort pour réfléchir. Hein. C'est comme s'il y a, il y a des choses qui, je pose le regard et je me dis mais pourquoi, voilà. Et j'essaie de chercher la réponse que je n'ai pas toujours, mais dans la nature nous donne beaucoup de réponses. Alors cette question-là du féminin, de la féminisation de l'homme, je ne sais pas si c'est seulement le magnétisme, mais je me demande aussi, est-ce que la manière dont nous nourrissons aujourd'hui, notre façon de manger, ce que nous ingurgitons, est-ce que tout cela ne fabrique pas plus d'hormones féminines? Donc il y aurait une interaction sur notre... Il y aurait une interaction sur notre métabolisme selon l'hypothèse, cette hypothèse-là. Voilà. Mais dans mes errances, je m'interroge. Voilà. Eh bien, en tout cas, nous allons continuer de nous interroger parce que c'est aussi la fonction de l'artiste, nous inciter à nous interroger, à explorer des layons. Et bien évidemment, c'est ce que vous nous proposez avec cette nouvelle exposition au bord de la rivière, Road Bola Creek, avec un vernissage qui aura lieu ce soir. Donc, vous faites ça dans vos ateliers pour me préciser l'adresse. Voilà, 22 rue des Surettes, lotissement Les Bougainvilliers, à Rémières. Voilà, et l'exposition va se tenir pendant combien de temps? Elle est très courte cette fois-ci. D'habitude, je fais une expo de 1 mois, 3 mois, mais je me rends compte que ça ne sert à rien parce que les gens ne se déplacent pas. Alors je dis, il n'y a que 12 jours. Voilà. 12 jours, et vous pouvez faire l'acquisition des œuvres de Rosemane Robineau. J'étais ravi soutenir l'artiste. Voilà, bien sûr, j'étais ravi de vous accueillir sur notre plateau de RDI, au bord de la rivière. Donc on parle d'eau, de beaucoup d'eau. Alors j'aimerais terminer cette émission en vous invitant à être comme l'eau. Soyez comme l'eau. Quand l'eau est solide parce qu'elle est congelée, elle ne dit pas « je veux redevenir liquide ». Quand elle est évaporée pour devenir nuage, elle ne dit pas « je ne veux pas devenir nuage ». Quand elle est salée ou quand elle est douce, l'eau change de nature, mais l'eau change d'état, mais l'eau reste toujours dans sa même nature. Et sa nature profonde, c'est d'être là pour nous désaltérer. Et si nous nous faisons noyer par l'eau, c'est nous les responsables, ce n'est pas l'eau. Oui, et puis j'aime bien, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps
lors d'un reportage, on parlait de rivière volante. Et j'aime bien ce terme de rivière volante. Ce sont ces gros nuages qui viennent inonder l'Amazonie. Des rivières volantes. Ça sera peut-être que le prochain titre de votre exposition. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite un pololoc. C'est encore de l'eau là, mais c'est du remous qu'on retrouve en Amazonie. Un polologue d'émotions pour vous pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Rendez-vous demain. Au revoir. Au revoir, merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.